Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui a débuté sur les chapeaux de roue pour moi. J'ai pas eu une minute, j'ai couru un peu partout, je pense que ça se voit à ma tête. Bref, donc je suis de retour pour débuter bien sûr une semaine avec vous, vous faire un point de mes lectures qui va commencer par ma lecture audio, donc que j'avais débuté sur Nextory et que je poursuis d'ailleurs sur Nextory, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, donc qui est La mort en blanc. Je vous mets la capture juste là comme d'habitude. Et donc c'est le dernier roman de Ragnar Jonasson. Nous sommes dans ce roman sur une double temporalité, nous alternons entre 1983 et 2012 et clairement l'ambiance est assez pesante. Il est question d'un ancien sanatorium et en fait pour vous recontextualiser, en 1983 le corps d'une infirmière a été retrouvé décédée, elle a été assassinée et par la suite le médecin en chef de ce même sanatorium a lui aussi été retrouvé mort. C'est une affaire qui n'a pas été élucidée et nous allons retrouver donc en 2012 des personnages dans cette double temporalité qui vont essayer de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé en 1983 dans cet ancien sanatorium. Donc on a pas mal d'allers-retours dans le passé, dans le présent, qui alternent avec des personnages qui sont parfois présents que dans une temporalité, parfois présents dans les deux et dont on va avoir le point de vue petit à petit. Pour l'instant, je vous avoue que c'est assez flou pour moi de me repérer dans cette histoire parce que j'ai écouté l'équivalent de la moitié. J'ai pas du tout écouté au rythme que j'aurais aimé, même si par exemple je prends beaucoup de plaisir dans ma lecture. Je trouve que le lecteur se prête totalement à cette ambiance, à cette histoire. J'ai aucun souci avec ça, je prends beaucoup de plaisir dans ma lecture audio. En revanche, voilà, vu que j'ai pas énormément de temps d'écoute, en fait j'écoute par bribes et du coup à chaque fois j'ai besoin de me recontextualiser qui est tel ou tel personnage parce que dans ce roman on a des personnages qui ont des noms qui se ressemblent. On a, je crois, Irsa et Ulsa, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'à l'audio, et même d'ailleurs en papier, parce que du coup, j'ai comparé avec mon livre papier, même ça, je suis pas sûre que j'arriverai à faire la différence. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui nécessiterait que je prenne des notes, au moins pour savoir qui était le personnage, ou alors que je l'écoute d'une traite. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pour projet de faire avec la seconde moitié de ce roman. Donc pour l'instant, je me régale. Il y a tout ce que j'aime. Il y a du suspense, on comprend qu'il y a des secrets, on comprend que même les personnages que l'on suit dans la temporalité présente, ils ont des choses assez sombres, pas nécessairement à cacher, mais voilà, on n'a pas toute la lumière au moment où j'en suis. Et voilà, donc je me régale, je retrouve la plume de Ragnar Jonasson, cette ambiance si caractéristique de ses romans et je trouve qu'en audio, c'est la première fois que je prends un audio de Ragnar Jonasson, je me régale, donc je pense que ce ne sera pas le dernier. J'ai vu qu'il y en avait d'autres également sur Nextory, donc j'aurai l'opportunité de regarder tout ça. Et donc mon objectif c'est de terminer cette lecture assez rapidement, enfin cette lecture audio assez rapidement pour en enchaîner sur une seconde, puisque vous l'aurez compris, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, j'ai vu que Célèbre, le nouveau roman de Maud Ventura, était sorti également en audio sur Nextory. Ça fait très longtemps, enfin très longtemps, je m'entends, je l'ai reçu début août, fin août, mi-août. Je l'ai reçu en août et depuis j'ai très envie de le lire. J'ai commencé à voir des avis passer comme quoi c'était une très bonne lecture pour beaucoup de personnes qui l'ont lu. Certains le comparaient à mon mari en disant que voilà, la plume de Maud Ventura avait encore fait son effet. Donc je suis impatiente de le débuter en audio et de pouvoir vous en parler. Ce sera ma prochaine lecture. Il y a également plein d'autres choses qui me tentent sur le catalogue de Nextory et j'aurai l'occasion de les écouter puisque mon abonnement vient d'être remis à 0 et donc j'ai 15 heures d'écoute pour le mois à venir. Voilà, vous l'aurez compris bien sûr, vous avez encore et toujours la possibilité de tester l'application Nextory avec le lien que je vous mets ici, juste là, et dans la barre d'infos, et avec vous avez 45 jours offerts. J'ai tellement envie d'avoir plus de temps à consacrer à mes lectures. C'est vrai que là, cette semaine, particulièrement depuis la rentrée, mais là, cette semaine est assez compliquée d'un point de vue temps, d'un point de vue motivation, d'un point de vue énergie. Je me sens assez fatiguée. Je pense que j'ai le contre-coup aussi de la rentrée qui arrive que maintenant. Et puis, on est dans une période où chaque année, c'est toujours un peu la même chose, que ce soit la fatigue, les petits mots du quotidien, mots MAUX, vous l'aurez compris. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça. Mais je voulais déjà commencer par cette lecture audio dans laquelle je me régale et avec laquelle j'ai hâte de renouer en me replongeant dedans ce soir. Hello, on est jeudi soir.
Je suis en télétravail aujourd'hui, enfin j'étais en télétravail aujourd'hui. Je prends le temps de vous parler de mon autre lecture en cours, enfin qui n'est plus d'ailleurs puisque je l'ai terminée du coup hier soir. Enfin, le jeu de l'âme de Javier Castillo que j'ai débuté il y a à peu près 10 jours, je dirais une semaine, 10 jours. J'ai mis un certain temps à le lire. Bon après il est assez épais, je crois qu'il fait, il fait 400 pages. Un tout petit peu plus de 400 pages. Donc c'est la suite de La petite fille sous la neige. On y retrouve, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais éviter de me répéter, mais je pense que ce sera assez inévitable. On y retrouve donc des personnages que l'on a rencontrés dans La petite fille sous la neige, à savoir la journaliste Myrène Triggs, Jim également, qui est donc un ancien professeur à elle, et tous les deux ils ont tendance à enquêter ensemble. On y retrouve également Ben Miller, qui est un inspecteur de police, et voilà. Et donc en fait on va les retrouver sur une nouvelle histoire, quelque chose de totalement différent, où l'histoire va débuter avec le personnage de Myrène qui va recevoir une photo avec donc un nom, celui de Gina Pebbles, et une année, celle de 2002. Et en fait, cette photo correspond donc à une adolescente visiblement qui a disparu en 2002, dont Myrène se souvient puisqu'à l'époque, elle avait couvert d'un point de vue journalistique cette disparition. Donc forcément, cette photo va raviver plein de choses en Myrène et en ses réflexes de journaliste. Elle va partir à la recherche de la vérité et elle va être accompagnée par divers personnages dans cette quête qui va l'amener là où elle ne s'attendait pas à aller du tout, là où nous, en tant que lecteurs, on ne s'attendait pas à aller non plus. Et on va se rendre compte que bien des années après, en fait, cette histoire est liée à d'autres et que voilà, il y a plein de mystères. C'est très bien écrit. J'ai peut-être été un peu moins emportée qu'avec La petite fille sous la neige parce que j'ai trouvé qu'il lui ressemblait beaucoup. Alors pas du tout dans le dénouement, mais dans la construction. Et j'ai trouvé quelques... C'est pas des longueurs, mais je sais qu'il y a un moment ou deux dans le roman où j'ai eu un peu la sensation, pas de m'ennuyer, mais de trouver que, voilà, j'avais l'impression de tourner un peu en rond et qu'il se passait pas vraiment grand-chose. Après, est-ce que c'est mon ressenti? Parce qu'encore une fois, j'ai peu avancé, en fait. À chaque fois, je lisais 20-25 pages, donc forcément, pour se remettre dans cette histoire et être happé par le rythme, c'est plus compliqué. Est-ce que ça vient de là ou pas? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai passé un très bon moment de lecture. Je me suis régalée, c'est très bien ficelé jusqu'à la fin. Voilà, on a du suspense. Le premier, enfin les premières lignes que l'on lit, donc il s'agit d'un prologue qui nous plonge dans le feu de l'action. Et en fait, quand on lit ce prologue, on se dit mais comment on en est arrivé là? Et petit à petit, bien sûr, on va le comprendre avec cette histoire. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. C'est une écriture, je trouve, cinématographique. J'ai l'impression de regarder une série ou un film ou un documentaire. Enfin, je trouve que ça s'y prête très bien. Ça se dévore, même si dans mon cas, on peut pas dire que je l'ai dévoré puisque j'ai mis 10 jours à le lire. Mais on va dire qu'à ma façon, j'avais en tout cas toujours envie d'y retourner. Et voilà, donc je vous le conseille. Je trouve qu'il est toujours aussi efficace, Javier Castillo, dans sa plume et dans ses intrigues. Et j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc un grand merci à Albin Michel pour cette chouette découverte. Je vais débuter donc du coup une nouvelle lecture. Je suis très à la bourre puisque au moment où je vous parle, nous sommes le 17 octobre et je devais débuter jeudi dernier une lecture commune avec les filles à la suite du salon Gujan Thriller Festival auquel nous étions fin septembre. Je vous avais parlé de mes achats à cette occasion et donc parmi eux, j'avais acheté La mémoire du temps de Franck Leduc aux éditions Pocket, qui est un thriller qui me tentait beaucoup, déjà par sa couverture et par sa quatrième de couverture que je vais vous lire. On avait donc prévu de le lire le 10, les filles l'ont toutes commencé, je crois, certaines l'ont même terminé, donc je suis très à la bourre, il va falloir que je les rattrape et je pense que je vais passer un bon moment étant donné les quelques petits retours que j'ai pu lire de leur part. L'existence d'Alice était jusque-là exemplaire. Critique gastronomique pour les plus grands magazines, mariée à Vincent Chevalier, le célèbre romancier, elle filait toujours le parfait amour après 13 années de vie commune et 3 enfants. Jusqu'à ce qu'apparaissent ces étranges brûlures sur son corps.
Un phénomène que rien ni personne ne semble pouvoir expliquer, encore moins soigner. Sauf peut-être le professeur Stroutman, qu'elle consulte en désespoir de cause, qui la met sous hypnose et lui fait revivre le pire de ses cauchemars d'enfant, le calvaire de Lisa, une adolescente disparue en 1937. Reste à découvrir quel lien unit Alice à ce passé qui n'est pas le sien, sans que ni le professeur ni elle puissent imaginer combien ce qu'ils vont découvrir va modifier le cours de leur vie. Et donc nous sommes visiblement sur un thriller haletant, mêlant histoire et psychologie. Voilà, donc il me tente beaucoup, vous l'aurez compris. Il est pas si court que ça, il fait 420 pages, 430 pages quasiment. Donc je vais me plonger dedans et puis bien sûr je vous en reparlerai plus tard dans la semaine. Hello, on est vendredi soir, au moment où je vous prends, il est 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Donc je vous prends pour terminer la semaine. Je vous avoue que je suis assez fatiguée. Pour tout vous dire, je suis rentrée, il était 18h30. J'ai voulu me poser pas très longtemps sur mon lit et voilà, lire un peu avant de faire ce que j'avais à faire. Et en fait, je me suis tout bêtement endormie. Je me suis réveillée, il était 19h30 avec tout ce que j'avais à faire, qui bien sûr ne s'était pas fait comme par magie pendant mon sommeil. Donc voilà, pour vous dire mon état de fatigue, de pouvoir m'endormir à 18h30, ça faisait assez longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc je n'ai pas énormément lu, mais je voulais quand même vous dire que j'ai totalement changé de plan par rapport à ce que je vous disais précédemment. Premièrement, on va éviter de faire quelque chose de décousu. J'ai terminé ma lecture audio de La Mort en Blanc de Ragnar Jonasson et franchement, j'ai adoré cette lecture. Je vous en parlais en vous disant qu'au moment où au passage où j'en étais, c'est-à-dire arrivé à peu près à la moitié, j'étais un peu perdue dans cette histoire. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de noms de personnages qui se ressemblaient. Et en fait, il a suffi que je vous dise ça pour réussir, comme par magie, à me repérer beaucoup plus facilement entre ces personnages et surtout à trouver, bien que tardivement, le lien avec Hulda et donc avec la saga de la Dame de Reykjavik, puisque c'est un tome 4, on va dire ça comme ça. Si vous avez lu la saga, je pense que voilà, vous comprendrez pourquoi je vais pas me risquer à dire que c'est un tome 4, mais en tout cas, il fait partie de cette saga-là. Et en fait, je n'avais pas compris le lien parce que c'était la première fois, comme je vous le disais, que je lisais un roman de Ragnar Jonasson en audio. Et donc, je l'écoutais. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. En fait, nous avons une infirmière, l'infirmière qui a été retrouvée assassinée dans ce roman qui s'appelle Yrsa. C'est pas écrit dans la 4e de couve, mais elle s'appelle Yrsa, Y-R-S-A. Et nous avons, c'est écrit ici, Hulda, comme moi je le prononce, qui dans la lecture audio par le lecteur est prononcé Ulsa. Donc j'imagine que vous comprenez un peu mieux ma confusion puisque Yrsa et Ulsa c'est assez proche, en tout cas phonétiquement. Et il a fallu en fait que je fasse le parallèle en me disant mais on parle d'une inspectrice qui est à la retraite, enfin qui s'approche de la retraite. Enfin il y avait plein de choses qui commençaient à se remettre en marche dans mon cerveau. Et puis je suis allée voir le livre au format papier et je suis tombée donc sur Hulda. Et là les morceaux du puzzle se sont reconstitués. Et je me suis dit, ok, c'est bon, je comprends mieux. Donc voilà, donc je pense que j'étais très ridicule quand je vous disais, arrivé à peu près à la moitié du livre, que je n'avais toujours pas entendu parler d'Hulda. Bah oui, forcément, je n'avais pas entendu son nom. Mais elle était bel et bien présente. C'est juste que le nom n'était pas prononcé de la même manière que, en tout cas, moi, je le prononce. Ça se prononce peut-être pas comme ça, je ne sais pas, je ne suis pas islandaise. Et je ne parle pas l'islandais, mais voilà. Donc j'ai adoré cette lecture. Je pense d'ailleurs que c'est un de mes romans de Ragnar Jonasson préférés. J'ai adoré la construction, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages. Pas tous bien sûr, mais j'ai notamment beaucoup apprécié le personnage d'Helgi qui est donc un jeune criminologue. Voilà, j'essayais de trouver son titre exact, qui est un jeune criminologue qui va enquêter donc 30 ans après les faits. Et j'ai trouvé que ce personnage, il avait de la profondeur, que en peu de pages, parce que finalement ce roman est quand même assez court, comme tous les romans de Ragnar Jonasson, hein. Il fait 335 pages, quelque chose comme ça. Et en fait, en 335 pages, on arrive quand même à s'attacher à ce personnage. Au début, on ne sait pas trop de quel côté il est, et je vous en dis pas plus. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que j'ai eu envie d'y revenir, et je me suis attachée à lui. J'ai adoré les retours dans le passé, avec en fait le fait qu'on interroge en 1983
les protagonistes de l'histoire, mais qu'on puisse également les réinterroger 30 ans plus tard et voir qu'il y a des déclarations qui changent, etc. Enfin, j'ai beaucoup aimé la construction et surtout ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est totalement anecdotique dans le roman, mais pour moi ça ne l'était pas du tout. En fait, il y a beaucoup de références aux romans et notamment aux romans d'Agatha Christie. Alors pas dans l'intrigue, je suis désolée, je ne fais que renifler, je pense que je commence à tomber malade en plus de ça. Pas dans l'intrigue, mais en fait, il y a plusieurs petites touches, et notamment le personnage d'Helgi est un homme qui adore lire des romans policiers. Je pense qu'il y en a partout dans sa maison. On nous en parle très souvent d'ailleurs dans l'histoire et dans le roman, en nous disant qu'il va prendre un nouveau roman policier et qu'il ne sait pas encore lequel. Il en cite quelques-uns. Et j'ai beaucoup aimé ce genre de référence qu'on retrouve bien sûr du coup dans les remerciements, on va dire ça comme ça, en tout cas la note de l'auteur à l'issue du roman, qui explique un petit peu voilà, son histoire, son lien avec Agatha Christie, puisque je pense que vous le savez probablement, mais Ragnar Jonasson était, et peut-être est toujours, je ne sais pas, le traducteur pour les romans d'Agatha Christie en Islande. Voilà, je ne sais pas s'il a terminé son œuvre ou pas, mais toujours est-il qu'il a commencé très jeune et il s'est pris de passion pour ces romans-là, et donc c'est lui qui les a traduits en islandais. Et voilà, donc il y a un lien très particulier et j'étais contente de retrouver cette partie-là dans ce roman. Je trouve que, qui plus est, la couve, mais j'aime toujours pas mal les couvertures de La Martinière. Je trouve que la couve est vraiment très très chouette. En tout cas, elle retransmet assez bien l'idée que je me faisais de ce sanatorium. Donc voilà, une lecture sur laquelle je me suis régalée. Hier soir, du coup, je vous disais que j'allais débuter La Mémoire du temps de Franck Leduc, et en fait, j'ai débuté totalement autre chose. Je pense que les copines qui vont passer dans cette vidéo vont me tuer parce qu'elles ne le savent pas encore, mais je vais les rattraper. Et en fait, j'ai débuté une lecture que j'ai achetée, enfin un roman que j'ai acheté également à Gujan, au Gujan Thriller Festival. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? J'ai un chat qui est très 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 excité là, qui fait n'importe quoi, qui saute partout, qui m'a déjà agrippé le poignet. Donc j'ai débuté, ce n'était pas du tout prévu, Le Disparu de Nantucket de Laure Rollier aux éditions Moisson Noire, qui est un des 2 romans de l'autrice que j'ai acheté à Gujan. Et je ne pensais pas du tout lire autant. En fait, à la base, je voulais juste lire quelques lignes pour voir comment était écrit ce roman. Et puis, je sais que cette histoire et cette ambiance me tentaient bien parce qu'il y a très peu de temps, j'ai regardé sur Netflix, enfin, nous avons regardé avec mon conjoint sur Netflix, la série qui s'appelle Un couple parfait. C'est une mini-série avec notamment Nicole Kidman qui se passe justement sur l'île de Nantucket et on y suit une famille très fortunée. Puisque c'est une île qui est assez réputée quand même pour les personnes qui y vivent et le fait que voilà, ce soit quand même un milieu assez aisé et bourgeois, même si j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Et en fait, dans cette série, nous suivons du coup une famille. Je ne vais pas vous parler de la série en détail, si ça vous intéresse, vous irez voir. Mais nous suivons donc une famille et notamment donc un couple, un homme et une femme qui ont la cinquantaine, qui ont des enfants et qui vont marier un de leurs fils. Et ils vont faire donc une soirée de pré-mariage, on va dire ça comme ça. Et lors de cette soirée, donc bien sûr, tout se fait en grande pompe dans une famille très 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 bourgeoise avec un entourage très aisé lui aussi également. Et il faut en mettre le plus plein la vue à tout le monde, avec voilà tout ce que ça implique. Et en fait, à l'occasion de cette soirée de pré-mariage, en tout cas de répétition du mariage, il va y avoir un meurtre, enfin en tout cas, oui, un corps retrouvé. Très vite, on comprend que c'est un meurtre. Et voilà. Et donc, on a beaucoup aimé cette série. Et j'étais du coup très 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 impatiente, enfin je suis très impatiente de lire un roman qui se passe sur cette île pour voir si en fait l'atmosphère que décrit Laure Rollier et qui est décrite dans la série correspond. Et pour l'instant c'est tout à fait le cas, ou alors c'est mon cerveau qui est déjà, comment dire, un petit peu influencé par le fait d'avoir vu la série, je ne sais pas. Toujours est-il que je vous lis la 4e de couverture. Alix, restauratrice franco-américaine, installée avec sa famille sur l'île de Nantucket, voit sa vie bouleversée le jour où son mari David se volatilise dans la nature. Pourtant, la vie des Donovan semblait idéale sur cette île privilégiée de la côte est américaine. En France, Maxime, policier à la dérive, peine à se remettre de la mort brutale de son frère. Alors que tous les opposent, ces 2 êtres tourmentés vont bientôt faire une terrible découverte. Un océan les sépare, un mystère les divise, un drame va les unir. Et ça, en fait, on le sent dès le début. Alors déjà, dès les premières lignes, on fait la connaissance de ces personnages. Au début, on ne comprend pas du tout le lien qu'ils ont. J'ai lu 75 pages, ça se dévore. J'ai lu ça hier soir, en fait, après
après être partie me coucher. Je l'ai débuté en sachant qu'il y avait peu de chances que je lise beaucoup. J'ai quand même lu 75 pages, donc voilà, je suis plutôt contente. C'est un roman assez court, il fait moins de 300 pages au format papier et la mise en page est juste géniale en fait. Enfin, c'est, oui, mon vernis, j'ai du vernis que sur une main, je le sais. La mise en page est juste géniale, c'est très fluide, c'est très léger. Et qui plus est, je vous en avais déjà parlé, ils sont vraiment pas très chers. Ils sont beaucoup moins chers que d'autres romans poche puisque je l'avais payé 7,50. Et donc, nous faisons la connaissance par chapitre alterné de ces deux personnages, Alix et Maxime. Et de suite, nous allons comprendre que quelque chose les lie. En tout cas, quelque chose dans cette affaire les lie. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. Je pense que voilà, on découvrira vers la fin. Mais j'aime énormément l'ambiance. C'est la première fois que je lis un roman de cette autrice. Et j'aime beaucoup sa plume. Je trouve qu'il y a quelque chose de très accessible. En fait, j'ai presque l'impression que quand elle parle d'Alix, du coup, donc elle parle à la première personne, j'ai l'impression presque que c'est moi, en fait, qui parle. Dans le sens où, voilà, c'est tout à fait des réflexions que je pourrais avoir. C'est pas trop soutenu. Enfin, le langage est tout à fait adapté. C'est pas du tout vulgaire. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est très accessible, en fait. Ça se lit, voilà, très facilement. C'est très agréable. Et je me régale. Donc, je vais retourner à cette lecture. Je pense que je vais le lire assez rapidement. Demain, j'ai 1h30 de train puisque je pars en Dordogne. Et mon conjoint travaille, donc il me rejoindra le soir en voiture. Donc je pars en train. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le train, finalement, depuis que j'ai arrêté les allers-retours à Paris, en février l'année dernière. Donc ça fait près de 8 mois maintenant. Et voilà, donc ça va être l'occasion. J'ai 1h30 à tuer, donc je pense que je vais bien avancer. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler, du coup, dans le second, dans le prochain vlog. Je vais réussir à trouver mes mots. Je voulais également, du coup, vous montrer mon dernier achat. Vraiment, ce vlog n'a ni queue ni tête. Je suis en pantalon de pyjama et j'ai encore mon pull de la journée. Bref, rien ne va. Je suis allée chez Mola. C'était quand? C'était mercredi soir. Mercredi soir? Oui. Et j'ai totalement oublié de vous en parler. Et en fait, j'y suis pas du tout allée pour acheter des romans à la base, pour acheter un roman. J'y suis allée tout simplement pour acheter des livres business, enfin notamment un livre business sur la création d'entreprise, entre guillemets, même si j'ai déjà une auto-entreprise, mais sur voilà, tout ce qui touche un petit peu à ça parce que ça m'intéresse. Je pense que vous comprendrez plus tard pourquoi ça m'intéresse. Et j'ai quand même bien sûr fait un tour au rayon polar et je me suis acheté un roman dont je n'avais jamais entendu parler et je ne comprends pas pourquoi parce qu'il a l'air incroyable. Il est très bien noté sur Livre Addict et voilà. Donc est-ce que c'est moi qui suis totalement passée à côté? Je ne sais pas. J'ai acheté État de terreur, coécrit par Louise Penny et Hilary Clinton, Hilary Rodham Clinton, de son nom complet, aux éditions donc Babel Noir, qui me tentait beaucoup. Alors déjà, cette couve, j'aime énormément. Il faut savoir, je ne sais pas si j'ai déjà dû vous le dire, que j'ai une passion pour les États-Unis. Voilà, depuis très longtemps, depuis que je suis assez jeune, on va dire ça comme ça, et notamment pendant mon adolescence, etc. J'ai une passion pour les États-Unis, pour tout ce qui touche à la politique américaine, à la manière de vivre, voilà, avec tout ce que ça implique de différences culturelles avec nous. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, et notamment tout ce qui concerne la politique américaine. J'étais partie faire un stage au Canada dans une agence spécialisée en communication publique et politique. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné le goût de faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir certes de la communication qui est la première partie de ma formation, mais à laquelle j'ai souhaité accoler une spécificité en politique et communication publique. Donc tout ça pour vous dire que j'ai été très surprise et agréablement surprise de savoir qu'Hilary Clinton avait coécrit un roman. Et quand je vais vous lire la 4e de couve, je pense que si vous êtes comme moi, ça va vous donner envie. Au terme d'une période politique particulièrement mouvementée aux États-Unis, marquée par un repli nationaliste, une nouvelle administration vient d'être assermentée. À la surprise générale, le président nomme l'une de ses plus ferventes opposantes, Hélène Adams, au poste clé de secrétaire d'État. Lorsqu'une série d'attentats terroristes met à mal l'ordre mondial, c'est elle qui va être chargée de constituer une équipe exceptionnelle afin d'empêcher l'impensable, loin de se douter que son ennemi le plus dangereux est bien plus proche qu'elle ne l'imagine. État de terreur est un thriller de haut vol où on assiste depuis les coulisses au déroulement d'une situation terrifiante nourrie de détails que seule une initiée peut connaître.
Et donc vous comprendrez que il me tente énormément parce que c'est l'expérience aussi d'Hillary Clinton qui a nourri cette histoire. Je l'imagine avec ce qu'elle a pu transposer des situations qu'elle a vécues, puisqu'elle a été elle-même secrétaire d'État en plus d'être première dame des États-Unis. Et voilà, donc un roman qui me tente énormément. C'est un gros bébé, mais j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Voilà, je m'arrête ici donc pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Et comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine.